Dans la fête luxueuse, toutes mes belles-sœurs reçurent de l'or et des sacs hors de prix. Quand vint mon tour, ma belle-mère me lança devant tous les invités une vieille boîte à chaussures, sale et couverte de poussière. C'est tout ce que tu mérites, se moqua ma belle-sœur en éclatant de rire. En larmes, j'emportai la boîte dans ma chambre et je l'ouvris. Mais avant que l'histoire ne commence, écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. L'arôme du vin rouge et des herbes du bœuf bourguignon emplissait la petite cuisine étroite à l'arrière du grand mas provençal. Sophie s'essuya le front avec le dos de la main. Depuis l'aube, elle se battait avec d'énormes marmites, découpant la viande et préparant le plat préféré de sa belle-mère, Marie-Thérèse. Ce jour-là, Marie-Thérèse fêtait ses 70 ans et les ordres de la matriarche ne souffraient aucune discussion. Pas de traiteur, tout devait être fait maison. Et la main, maison, bien sûr, c'était celle de Sophie. « Oh Sophie, tu ne peux pas aller un peu plus vite ?» La voix aiguë la fit sursauter. Nathalie, l'aînée des belles-sœurs, se tenait sur le seuil de la cuisine, s'éventant le visage. Elle était impeccable dans sa robe de soie bordeaux et son chignon moderne. Cette odeur de ragoût est vraiment trop forte. Ça va s'imprégner dans ma robe. Et le pressing coûte une fortune. Nathalie parlait en regardant avec dégoût le tablier usé de Sophie. Pardon, Nathalie, le plat est presque prêt. Dès que j'ai fini, j'allume la hotte et je nettoie le sol, répondit Sophie à voix basse, sans cesser de remuer pour que le fond n'attache pas. Regarde là, Sandrine. La deuxième belle-sœur apparut derrière Nathalie, absorbée par son téléphone. Ses pouces glissaient rapidement sur l'écran, sûrement pour répondre au message de ses amis de la haute société qui allait arriver. Elle lança un regard furtif à Sophie et claqua la langue. À cette heure-ci, elle sent encore l'ail. Les invitées de maman sont toutes des épouses de grands entrepreneurs. Quelle honte qu'une de ces belles-filles ressemble à une domestique. Sophie baissa simplement la tête, avalant son amertume. Voilà 3 ans qu'elle était mariée à Julien, le benjamin de la famille, et pendant tout ce temps, elle n'avait connu que les humiliations. Julien était le seul fils, mais aussi le moins favorisé financièrement comparé à ses sœurs mariées à des hommes puissants. Il n'était que professeur contractuel, et Sophie complétait le revenu en préparant des gâteaux sur commande. Aux yeux de Nathalie et Sandrine, Sophie n'était rien de plus qu'un poids mort vivant gratuitement dans le pavillon à l'arrière de la maison principale. Allons-y, Sandrine, laissons cette Cendrillon finir son travail, ordonna Nathalie en tournant sur ses talons. Et n'oublie pas, Sophie. Quand les invités auront fini, débarrasse les assiettes. Ne les laisse pas traîner sur la table, ça gâche la vue. Sophie poussa un long soupir. Son cœur lui faisait mal, mais elle ne pouvait pas pleurer. Ses yeux auraient gonflé et sa belle-mère se serait mise en colère en la voyant gâcher la fête avec un visage triste. Une demi-heure plus tard, la cuisine était impeccable. Le bœuf bourguignon, la salade maison et les crevettes à l'ail étaient disposés avec soin sur le buffet du grand salon. Sophie courut jusqu'au pavillon pour se doucher et se changer. Elle ouvrit sa modeste armoire et sortit une robe en lin à fleurs. C'était la plus belle qu'elle possédait, un cadeau de Julien pour leur anniversaire 2 ans plus tôt. La couleur était un peu passée aux manches, mais elle restait correcte. Tandis qu'elle se regardait dans un miroir fendu sur un coin, la porte s'ouvrit. Julien entra, l'air épuisé. Il venait d'installer une tente supplémentaire dans le jardin sur ordre de sa mère. « Chérie. » Il la regarda avec culpabilité, s'approcha et remit en place une mèche de cheveux échappés. « Pardonne-moi, Sophie. Tu devrais être devant, à profiter, pas à travailler comme une cuisinière. » Sophie sourit en essayant de cacher son angoisse. Elle prit la main calleuse de son mari et y déposa un baiser. « Ce n'est rien, mon amour. C'est ma façon de montrer du respect à ta mère. Tant qu'elle est heureuse, la fatigue n'a pas d'importance. » Mais le comportement de Nathalie et Sandrine est insupportable, grogna Julien à voix basse. Elle te traite comme une servante alors que tu es leur belle-sœur. Chut, n'en parlons pas aujourd'hui. Maman pourrait nous entendre, l'interrompit doucement Sophie. Viens, la fête va commencer. Le salon de la maison principale s'était transformé en une petite salle de bal éclatante. Un lustre en cristal reflétait la lumière sur les bijoux en or et en diamant des invités. Le parfum de fragrance coûteuse flottait dans l'air. Au centre de la pièce, assise dans un fauteuil de bois sculpté semblable à un trône, se trouvait Marie-Thérèse.
La vieille dame portait un élégant tailleur en velours noir, orné d'une broche en or de la taille de la paume de la main. Son visage sévère, marqué de rides profondes, révélait un caractère qui n'acceptait aucune contradiction. Sophie et Julien entrèrent maladroitement. Leur présence passa presque inaperçue. Sophie choisit de rester dans un coin, essayant de se fondre dans l'ombre. Elle vit Nathalie et Sandrine rire aux côtés de leur mère, lui murmurer des choses qui faisaient hocher la tête de la matriarche et lancer des regards méprisants vers la cuisine ou peut-être vers Sophie. « Mes chers amis !» La voix de Nathalie résonna dans le micro et le silence tomba dans la salle. « Merci d'être venus célébrer l'anniversaire de notre mère adorée. Pour lui montrer notre amour et notre gratitude, ses enfants ont préparé un petit présent. » Le cœur de Sophie se mit à battre plus fort. Elle serra la petite boîte qu'elle tenait dans sa main. Elle contenait une écharpe en laine qu'elle avait tricotée elle-même durant les 2 derniers mois, pendant ses rares moments libres. Le fil n'était pas de la laine importée de luxe, mais chaque maille portait une prière. « Commençons par l'aînée, bien sûr », lança Sandrine sous les applaudissements. Nathalie s'avança avec élégance, tenant un sac de boutique orange reconnaissable entre mille. Tous les regards s'agrandirent. Avec un geste théâtral, elle sortit un sac en cuir noir brillant. « Pour ma chère maman, un véritable Birkin commandé directement à Paris, pour que tu continues à éblouir. » Des murmures admiratifs parcoururent la salle. Marie-Thérèse sourit largement, les yeux brillants. « Merci, Nathalie, ma chérie, tu connais si bien mes goûts. » Puis ce fut le tour de Sandrine. Elle tenait un écrin de velours rouge. En l'ouvrant, elle révéla un ensemble complet de bijoux en diamants, colliers, boucles d'oreilles et bracelets, étincelants à en faire mal aux yeux. « Si Nathalie t'offre le sac, moi je t'offre ce qu'il y a dedans, maman, pour que tu brilles encore plus lors de tes réceptions. » De nouveaux applaudissements éclatèrent. Marie-Thérèse embrassa ses 2 filles avec fierté. « Mes filles sont une réussite. Je suis si fière de vous. » Dans son coin, Sophie se sentit rapetissée. La boîte dans sa main devenait de plus en plus lourde et honteuse. Elle voulait fuir, courir se cacher dans sa chambre, mais ses pieds semblaient collés au sol de marbre froid. Soudain, le regard perçant de Marie-Thérèse parcourut la salle et s'arrêta sur Sophie. Le sourire disparut, remplacé par une ligne dure et menaçante. Sa voix froide brisa le silence. « Où est le cadeau de ma belle-fille cadette ? Viens ici, Sophie. Ne reste pas cachée dans ton coin comme si tu étais venue seulement manger. » Les jambes de Sophie semblaient peser une tonne. Le sol de marbre paraissait se transformer en sable mouvant. Des centaines de regards se posèrent sur elle, certains compatissants, d'autres méprisants, d'autres encore retenant un rire en voyant sa simple robe de lin contraster brutalement avec le luxe ambiant. Julien essaya de lui prendre la main pour lui donner du courage, mais il sentit la sienne trempée de sueur froide. Ils avancèrent ensemble vers le trône où Marie-Thérèse était assise, le menton haut. « Dépêche-toi, mon temps est précieux », lança Sandrine en pointant déjà son téléphone vers le visage de Sophie. Sophie s'arrêta enfin devant sa belle-mère et, les mains tremblantes, lui tendit la petite boîte modeste, enveloppée de papier simple, sans ruban ni carte dorée. « Joyeux anniversaire, maman !» Sa voix se brisa. « C'est une écharpe tricotée. Je l'ai faite moi-même pour que tu n'aies pas froid le matin quand tu lis. » Marie-Thérèse ne la prit pas tout de suite. Elle regarda le paquet comme si Sophie lui offrait quelque chose de répugnant, le tenant du bout des doigts, avant de le poser négligemment sur une petite table à côté de coquilles de pistache. Une écharpe tricotée, on en trouve des tas sur les marchés. Tu crois que mon cou est un porte-manteau, Sophie ? La poitrine de Sophie se serra, l'air sembla se raréfier autour d'elle. La laine est douce, maman, j'ai choisi du coton. Assez, coupa Marie-Thérèse sèchement. Garde tes excuses. Puisque tu as osé m'offrir cette babiole pour mon jour spécial, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau parfaitement adapté à une belle fille comme toi. Le silence devint lourd. Nathalie et Sandrine échangèrent un regard entendu. Marie-Thérèse se pencha légèrement et sortit de sous son fauteuil une vieille boîte à chaussures. Le carton était cabossé, décoloré par le temps, recouvert d'une épaisse couche de poussière et de taches brunâtres. Sans prévenir, elle la projeta devant Sophie. La boîte atterrit à ses pieds dans un bruit sourd, soulevant un petit nuage de poussière. « Prends-la », ordonna Marie-Thérèse froidement. Sophie resta figée, les yeux brûlants de larmes retenues.
Maman, tenta Julien, la voix tremblante. Ça suffit, pourquoi traites-tu ma femme ainsi? Tais-toi, Julien, répliqua sa mère en le foudroyant du regard. Ta femme vit ici sans rien apporter. Elle se croit tout permis. Le contenu de cette boîte correspond parfaitement à la place qu'elle occupe dans cette maison. Le rire moqueur de Nathalie éclata, suivi de celui de Sandrine. Oh maman, tu as raison. Il y a sûrement dedans un vieux balai ou un chiffon usé, lança Nathalie en ricanant. Quelques invités rirent nerveusement, la plupart détournèrent les yeux, mal à l'aise. Pour Sophie, ces rires résonnaient comme un monstre. Elle se sentit exposée, sa dignité écrasée, réduite en poussière devant tout le monde. Prends-la, Sophie. Ou préfères-tu que je vous mette tous les deux dehors dès ce soir, menaça Marie-Thérèse. Avec le peu de force qu'il lui restait, Sophie s'agenouilla lentement. Ses genoux touchèrent le sol froid, juste devant la boîte sale. Elle tendit sa main tremblante et posa ses doigts sur la surface rêche et poussiéreuse du carton. Clic. Clic. Le bruit répété de l'obturateur d'un téléphone retentit. Sandrine était occupée à photographier Sophie, agenouillée aux pieds de sa belle-mère, comme quelqu'un ramassant des détritus sous les ordres. Souris un peu, Sophie, ce sera plus joli sur la photo, se moqua-t-elle sans aucune compassion. Le titre sera « La belle-fille qui accepte son sort ». Sophie serra la boîte à chaussures contre sa poitrine. La poussière tacha sa robe en lin, mais cela lui était égal. Elle voulait seulement que tout s'arrête. « Merci, maman », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Ouvre-la dans ta chambre. » « Ne salis pas mon salon avec le contenu de cette chose, dit Marie-Thérèse en agitant la main pour la congédier, comme on chasse un insecte. « Maintenant, va-t'en. Tu gâches la vue de ma fête. » Sophie se releva avec difficulté. Ses jambes vacillaient. Julien l'entoura rapidement de son bras et l'éloigna de la foule qui la regardait avec mépris. En se dirigeant vers la porte arrière, Sophie entendait les murmures des invités et les rires de ses belles-sœurs qui levaient à nouveau leurs verres pour célébrer leur triomphe après avoir humilié le vilain petit canard. Pourtant, personne ne remarqua que, lorsque Sophie tourna le dos à ce qui ressemblait à un trône, le regard de sa belle-mère n'était plus empreint de dégoût. L'espace d'une fraction de seconde, les yeux de la vieille femme devinrent perçants et attentifs, observant le dos frêle mais droit de Sophie, portant la boîte de l'humiliation, comme si elle évaluait la solidité des épaules sur lesquelles elle venait de poser un poids immense. Arrivé dans sa petite chambre du pavillon, Julien claqua la porte et s'assit au bord du lit, respirant difficilement. Il était furieux contre sa mère, contre ses sœurs, mais surtout contre lui-même, pour son impuissance. Sophie posa la boîte à chaussures sur une petite table près du lit et la fixa longuement. La boîte était vraiment sale, mais en la regardant de plus près, sous la faible lumière de la pièce, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le ruban qui la scellait n'était pas un simple adhésif, mais un cachet de cire rouge foncé, fissuré par le temps, portant un blason familial presque effacé. Le même blason que celui gravé sur l'alliance de son défunt beau-père. Julien appela Sophie à voix basse. Ses mains commencèrent à décoller délicatement le seau. Son cœur battait à tout rompre. Un pressentiment lui disait que ce n'était pas de simples rebuts. « Jette-la, chérie. Ne l'ouvre pas. Il y a sûrement encore quelque chose pour te faire du mal, » dit Julien avec frustration, sans la regarder. Sophie n'écouta pas. Elle souleva le couvercle cabossé. Une odeur rance de vieux papier s'en échappa. La boîte était effectivement remplie de boules de journaux jaunis, mais sous cette couche de papier, un éclat métallique refléta la lumière de la lampe, faisant écarquiller les yeux de Sophie. Sa main tremblait violemment tandis qu'elle écartait les vieux journaux, datant d'une dizaine d'années, fragiles et jaunis. Julien, qui avait d'abord détourné le regard, se retourna lentement en sentant le silence tendu de sa femme. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Il y a quelque chose de dégoûtant là-dedans » demanda-t-il avec un cynisme amer. Sophie ne répondit pas. Elle inspira profondément et sortit avec précaution un objet du fond de la boîte. Ce n'était ni un chiffon usé ni un objet sans valeur, comme Nathalie l'avait insinué. Dans la paume moite de Sophie reposait une grande clé. Son design était ancien, semblable aux clés des vieilles demeures d'autrefois. Mais ce qui coupa le souffle de Julien, ce fut la matière. La clé était lourde, massive, et brillait d'un jaune intense sous la lumière pâle de la chambre. « C'est de l'or » murmura Julien, incrédule, en s'approchant.
Mon Dieu, Sophie, c'est de l'or massif. Julien, regarde ça, chuchota Sophie. Sa voix tremblait, non à cause de l'or, mais de ce qu'elle voyait dessous. Une chemise en plastique transparent, déjà usée. À l'intérieur, un épais document portant un emblème officiel, un acte de propriété. Les mains de Sophie semblaient molles lorsqu'elle ouvrit la chemise et lut ligne après ligne. Acte de propriété numéro 1045. Surface, 2500 mètres carrés. Localisation, domaine situé dans les montagnes des Vosges. C'était le domaine familial légendaire, chargé de souvenirs. Celui dont Nathalie et Sandrine parlaient souvent comme d'un bien dormant, estimé à des millions d'euros pour sa vue sur les montagnes. Le domaine était fermé depuis des années, inaccessible depuis la disparition du père de Julien. « Julien, le domaine de ton père », murmura Sophie, les yeux remplis de larmes. « Ta mère nous a donné l'acte du domaine de ton père. » Julien secoua la tête, livide. « Impossible. Il doit y avoir une erreur. Maman ne nous donnerait jamais quelque chose d'aussi précieux. C'est sûrement faux, juste pour continuer à se moquer. » Son doute s'évanouit lorsqu'une feuille pliée glissa hors des pages de l'acte. Elle n'était pas imprimée, mais écrite à la main à l'encre noire, d'une écriture légèrement tremblante, typique d'une personne âgée. Sophie reconnut immédiatement cette écriture, celle qui notait chaque matin la liste des courses. Pour ma belle-fille, Sophie. Si tu lis cette lettre, c'est que tu n'as pas jeté cette boîte. Cela signifie que tu as encore un cœur capable de respecter un cadeau, aussi modeste soit-il. C'est ce qui te distingue de tes belles sœurs. Je sais que je suis dur, que mes paroles sont souvent tranchantes, mais je vois tout. J'ai vu qui me nourrissait quand j'avais de la fièvre, pendant que Nathalie et Sandrine faisaient du shopping à l'étranger. Je me souviens de qui changeait les draps quand je n'arrivais pas à temps à la salle de bain, pendant que mes propres filles refusaient d'entrer à cause de l'odeur. Elle pense que je suis aveugle. Elle croit que l'on peut acheter le cœur d'une mère avec des sacs et des diamants. Le cœur d'une mère ne s'achète pas avec des marques, Sophie. Mon cœur s'est adouci avec la soupe de légumes que tu me préparais chaque matin, toujours chaude, même quand je me plaignais. Cette clé en or est la véritable clé du domaine. Dans le coffre-fort du bureau de ton beau-père se trouvent tous mes avoirs liquides. L'or que Nathalie et Sandrine exhibent aujourd'hui n'est qu'une parure de qualité. Je leur ai donné pour les rendre heureuses un instant. Souviens-toi d'une chose, Sophie. C'est ta dernière épreuve. Que personne ne sache ce que contenait cette boîte tant que je ne serai pas réellement parti. Si tu parles maintenant, elles se jetteront sur toi sans pitié et tu perdras. Tu n'es que la belle-fille. Garde ce secret. Sois encore un peu patiente. Laisse-les rire aujourd'hui, demain ce sera ton tour. Signé, Maman. Les larmes de Sophie imbibèrent le papier. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sanglotant, non pas à cause de la richesse, mais à cause de cette reconnaissance tant attendue. Pendant 3 ans, elle s'était sentie invisible. Et pourtant, derrière cette façade d'arrogance, sa belle-mère avait tout vu, notant chaque goutte de sueur et chaque larme. Julien se laissa glisser contre l'armoire et se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, maman » murmura-t-il, plein de remords. « Nous devons cacher tout cela soigneusement » dit Sophie en rangeant rapidement l'acte et la clé dans la chemise, puisant les dissimulant sous une pile de vêtements au fond de l'armoire. Comme maman l'a demandé, personne ne doit le savoir. Pas même Nathalie et Sandrine. Julien regarda la boîte à chaussures sale, désormais vide, posée sur la table. Et si elles demandent ce qu'il y avait dedans, tu devras ressortir la boîte quand elles te demanderont de nettoyer. Avant que Sophie ne puisse répondre, quelqu'un frappa violemment à la porte. Les coups étaient secs et impatients, faisant bondir le cœur de Sophie. Toc, toc. Et, Cendrillon, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors! Cria Sandrine d'une voix stridente. Les assiettes sales s'empilent. Ne crois pas que tu peux te reposer juste parce que tu as reçu un cadeau. Et prends cette boîte de déchets avec toi. Jette-la dans le conteneur dehors. Ne la garde pas ici, ça attirerait les nuisibles, ajouta Nathalie d'un ton moqueur. Sophie et Julien échangèrent un regard paniqué. La clé et l'acte étaient en sécurité dans l'armoire, mais la boîte vide était toujours là. Si Nathalie entrait et la voyait vide, elle se douterait de quelque chose. Un instant, Sandrine, cria Sophie en forçant sa voix à paraître normale. Ses mains se mirent à agir vite, remettant les vieux journaux dans la boîte à la hâte.
Il fallait qu'elle paraisse encore pleine, lourde, remplie de choses sans valeur. Ses yeux parcoururent la pièce à toute vitesse, cherchant quoi ajouter. Toc, toc. Sophie, si tu ne sors pas avant que je compte jusqu'à 3, je force la porte, menaça Sandrine. La porte vibra sous les coups. La serrure était déjà fragile. Un geste brusque suffirait à l'ouvrir et le secret de toute une fortune pourrait être découvert trop tôt. Sophie attrapa une pierre qu'elle utilisait pour caler la porte, la glissa dans la boîte et la referma d'un coup, juste au moment où la poignée commençait à tourner de force de l'extérieur. La porte en bois s'ouvrit lentement, révélant le visage de Sophie, la tête baissée, dissimulant le nouvel éclat de ses yeux. Dans ses mains, elle tenait la vieille boîte à chaussures, qui contenait désormais des journaux froissés et la pierre noire servant de cale. Elle pesait juste ce qu'il fallait, assez pour tromper quiconque tenterait d'en deviner le contenu à l'œil. Sandrine se planta sur le seuil, les bras croisés. Ses sourcils se haussèrent avec arrogance. Derrière elle, Nathalie passa la tête, une coupe de cristal à la main, remplie d'un liquide rouge. Son regard mêlait examen et dégoût. « Alors, tu mets du temps à te lamenter sur ton sort, hein ?» lança Sandrine. Ses yeux balayèrent Sophie de la tête aux pieds. « Où est la boîte à déchets ? Allez, laisse-moi voir. Je suis curieuse de savoir quel genre de déchets maman a légué à sa belle-fille préférée. » Sophie serra la boîte plus fort. Son cœur cognait, mais elle se rappelait parfaitement les mots de la lettre de sa belle-mère. Silence. C'était la dernière épreuve. Elle devait jouer. Elle devait être la Sophie naïve, la Sophie résignée, la Sophie inoffensive. Ce sont juste de vieux chiffons, Sandrine, répondit Sophie à voix basse, forçant un tremblement dans sa voix, et une pierre à aiguiser cassée. Maman a dit que c'était idéal pour moi, puisque je passe ma journée en cuisine. Nathalie éclata d'un rire si fort qu'elle faillit renverser le contenu de sa coupe. Une pierre à aiguiser. Mon Dieu, maman est incroyable. Elle t'envoie un message très clair pour que tu comprennes que ta place, c'est d'aiguiser des couteaux en cuisine, pas de t'asseoir au salon. Allez, laisse-moi voir. Sandrine fit un pas en avant. Sa main se dirigea vers le couvercle. Le sang de Sophie se glaça. Si Sandrine ouvrait la boîte et voyait une sale pierre de rivière au lieu de la pierre à aiguiser qu'elle venait d'inventer, son mensonge serait découvert. Sophie recula d'un pas, un réflexe qui fit froncer les sourcils de Sandrine. « Non, Sandrine !» s'écria Sophie, un peu trop fort. Elle baissa aussitôt le ton. « Je veux dire, c'est très sale. Il y a beaucoup de poussière et, pardon, mais ça sent l'urine de rat. Je ne veux pas tacher ta robe chère, je vais la jeter directement dans le conteneur dehors. » En entendant « urine de rat », Sandrine sursauta en arrière en se pinçant le nez de sa main délicate. Son visage se plissa de dégoût. « Burk. Très bien, alors passe par la porte de service, loin d'ici. Ne traverse pas le grand salon. Il ne faut pas que cette odeur rance arrive jusqu'aux invités importants, ordonna Sandrine en agitant la main, chassant Sophie comme si elle était une nuisance. Sophie acquiesça docilement. Bien sûr, Sandrine. Pardon. D'un pas rapide, mais en gardant la tête baissée, Sophie sortit du pavillon. Elle remonta le couloir latéral de la maison, longeant les grandes fenêtres qui donnaient sur la fête animée à l'intérieur. Là, sous la lumière du lustre, elle vit Nathalie exhiber son nouveau sac devant un groupe d'épouses de grands patrons. Nathalie riait aux éclats. Ses dents brillaient comme si elle était la maîtresse du monde. Sophie s'arrêta un instant, observant la scène depuis l'ombre du jardin sur le côté. Avant, cette vue lui aurait brisé le cœur. Elle se serait sentie petite, pauvre, insignifiante. Mais ce soir-là, la sensation était différente. Une chaleur lui parcourut la poitrine, une étrange mais réconfortante impression de supériorité. « Ris, Nathalie », pensa Sophie. « Profite de ce sac en cuir, parce que l'acte du terrain sur lequel tu te tiens et la clé du coffre-fort où se trouve toute la fortune sont sous une pile de mes chemises de nuit, dans l'armoire. » Sophie se dirigea vers le grand conteneur à déchets près de l'entrée. Elle s'assura que personne ne la voyait en déposant la boîte à chaussures. Elle ne la jeta pas n'importe comment, elle la posa soigneusement au sommet du tas, pour donner l'impression qu'elle venait de se débarrasser de quelque chose de précieux. Il fallait que tout paraisse parfaitement crédible. Qui sait si un espion de Nathalie l'observait. Ensuite, Sophie rentra dans la maison par la porte de la cuisine.
son travail n'était pas terminé. Les assiettes sales s'empilaient. Elle se mit à laver, le cœur bien plus léger. Le tintement des assiettes et des verres sonnait comme de la musique à ses oreilles. 1 heure plus tard, la fête commença à retomber. Les invités se mirent à partir. Sophie sortit de la cuisine avec un plateau et une tasse de thé chaud pour sa belle-mère. Comme d'habitude, Marie-Thérèse était encore assise sur ce qui ressemblait à un trône, mais sa posture n'était plus aussi droite. Son visage paraissait pâle sous l'épaisse couche de maquillage. Quand Sophie posa la tasse sur la petite table d'appoint, à l'endroit même où se trouvait la boîte à chaussures plus tôt, leurs regards se croisèrent un instant. Et, dans cette seconde, une conversation sans mots eut lieu, plus sincère que 1000 phrases. Marie-Thérèse regarda Sophie avec une expression fatiguée mais interrogatrice. Sophie lui répondit par un infime hochement de tête, puis lança un coup d'œil vers l'extérieur, signifiant que les « déchets » avaient été jetés et que le message avait été reçu. Le coin des lèvres de Marie-Thérèse se crispa en un sourire presque invisible. La vieille femme soupira profondément, comme si un grand poids venait de quitter ses épaules fragiles. Elle prit la tasse de thé que Sophie avait préparée et en but une gorgée. « Le thé n'est pas mauvais ce soir, pas trop sucré », murmura-t-elle à voix basse, sans regarder Sophie. C'était le plus grand compliment qu'elle ait prononcé en 3 ans de belle famille. « Merci, maman », répondit Sophie doucement. « Maman, on va faire une dernière photo de famille avant que tout se termine », cria Nathalie en apparaissant soudain et en tirant brusquement le bras de sa mère pour la faire se lever. « Profitons-en, on est encore maquillés. » Marie-Thérèse grimaça de douleur. Doucement, Nathalie j'ai mal à la tête. « Oh, maman, quelle chochotte. Ce n'est qu'un petit étourdissement. Allez, souris. Montre ton sac, ton Hermès. » Nathalie s'en fichait. Elle ajustait déjà sa posture pour que sa robe et son sac se voient bien à l'écran. Sandrine se colla sur le côté gauche, mettant en valeur son collier de diamants. « Allez, souriez. » Sophie recula pour laisser de la place à la famille. Elle resta debout près d'un pilier, prête à redevenir spectatrice une fois de plus. Puis, tout se produisit d'un coup. Avant que le flash ne puisse partir, le corps de Marie-Thérèse s'effondra. Ses jambes cédèrent. Elle tomba au sol, entraînant la nappe d'une table proche et faisant tomber un vase de cristal qui se brisa en morceaux. « Maman !» Le cri de Nathalie déchira l'air. Ce qu'il restait de la fête se transforma en chaos. Sophie fut la plus rapide. Elle traversa la foule en courant, sans s'arrêter malgré les éclats de verre sous ses pieds, et soutint la tête de sa belle-mère sur ses genoux. La respiration de Marie-Thérèse était saccadée. Ses yeux fixaient le plafond. Sa main s'agrippa fermement au poignet de Sophie, pas à celui de Nathalie ou de Sandrine, qui étaient occupés à crier et à appeler le chauffeur. « Prends soin », murmura Marie-Thérèse d'une voix râpeuse, les yeux plantés dans ceux de Sophie. « Prends soin de la boîte », et elle perdit connaissance. Le bip régulier du moniteur cardiaque fut la seule musique qui remplissait la suite VIP de l'hôpital pendant les 5 jours suivants. Bip, bip, bip. Un rythme monotone qui semblait compter le temps qu'il restait à Marie-Thérèse dans ce monde. Presque une semaine s'était écoulée la nuit où la matriarche avait fait un AVC pendant la fête. Son corps, autrefois imposant et dominateur, paraissait maintenant fragile, perdu sous l'épaisse couverture d'hôpital. Plusieurs tubes étaient reliés à elle, maintenant une vie désormais entièrement dépendante des machines. Sophie essorait une petite serviette imbibée d'eau tiède. Avec patience, elle nettoyait le bras de Marie-Thérèse, qui commençait à gonfler à cause de la perfusion. Elle passait aussi entre les doigts de la vieille femme. Cette même main qu'il avait si souvent désignée avec dureté reposait désormais inerte dans la sienne. « Pardon, maman, l'eau est un peu froide, le chauffe-eau est en panne », chuchota Sophie à l'oreille de sa belle-mère, sans savoir si elle pouvait l'entendre. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, brisant le silence. Nathalie et Sandrine entrèrent, leurs talons résonnant sur le sol en vinyle. Leur parfum puissant envahit immédiatement la pièce, couvrant l'odeur des médicaments. PFF, quelle chambre étouffante. Ça sent la maison de retraite, se plaignit Sandrine en s'éventant. Elle s'approcha du lit, non pas pour toucher sa mère, mais pour vérifier sa coiffure dans le reflet de la fenêtre. Alors, Sandrine ? Qu'est-ce que le médecin a dit ? Demanda Nathalie, assise sur le canapé, occupée à répondre à des messages sur son téléphone. Comme d'habitude. Aucun changement.
Toujours dans un état critique, répondit Sandrine avec indifférence. Et, regarde la story que je viens de poster sur Instagram. Le texte est assez triste. Rétablis-toi vite, ma chère maman. Mon monde s'écroule sans toi. Ça rend bien, non? Sophie cessa de nettoyer sa belle-mère. Son sang bouillonnait. Sandrine, s'il te plaît, baisse un peu la voix. Maman a besoin de se reposer, la reprit Sophie à voix basse, sans se retourner. Et, toi, la bonne, ne nous fais pas la leçon, lança Nathalie sèchement. Nous sommes ses filles. On a le droit de dire ce qu'on veut. Ton travail, c'est de rester ici, de nettoyer la saleté de maman et de t'assurer que la perfusion ne se bouge pas. Ne joue pas les médecins. Sophie se mordit la lèvre inférieure. Elle voulait répondre, mais elle se retint. À quoi bon? Elle n'avait plus de force. Depuis l'hospitalisation de sa belle-mère, Sophie dormait à peine. C'était elle qui s'en occupait 24 heures sur 24. Hugo devait continuer à donner ses cours, c'était la période des examens et il devait trouver des revenus supplémentaires pour les dépenses quotidiennes, parce que la carte bancaire de sa mère, c'était Nathalie qui l'avait. Pendant ce temps, la dévotion de ses belles-sœurs se limitait à leurs réseaux sociaux. Elles passaient un moment, prenaient une photo en tenant la main de leur mère avec un air de tristesse fabriqué, puis partaient déjeuner dans un restaurant chic ou faire les boutiques. Ce matin-là, quand Sophie était retournée un instant au mas pour prendre des vêtements propres pour sa belle-mère, elle était tombée sur une scène désolante. L'armoire de sa belle-mère, dans la chambre principale, avait été fouillée. La moitié des sacs de marque, d'ordinaire exposés dans une vitrine, avaient disparu. Nathalie et Sandrine avaient déjà commencé à vider les affaires de leur mère, avant même qu'elle ne rende son dernier souffle. Sophie avait vu l'étole de soie préférée de sa belle-mère autour du cou de Nathalie, et la montre Rolex en or de sa mère au poignet de Sandrine. On sécurise juste les biens, pour que les rats ne les volent pas, avait été l'excuse de Nathalie, quand Sophie l'avait surprise sortant de la chambre de sa mère avec une grosse valise. De retour dans la chambre d'hôpital, on entendit soudain un bruit de goutte à goutte, suivi d'une forte odeur d'urine. Apparemment, la poche du cathéter de Marie-Thérèse s'était ouverte, où la protection était tellement pleine qu'elle avait traversé les draps. Burk. C'est quoi cette odeur? Hurla Sandrine, hystérique, en reculant loin du lit. C'est dégoûtant, Nathalie, appelle une infirmière, je vais vomir. Il est où ce fichu bouton d'appel? Dépêche-toi, Sophie. Appuie sur le bouton. Ne reste pas planté là, ordonna Nathalie, paniquée, en se pinçant le nez avec l'étole de soie volée. Sophie n'appela aucune infirmière. Elle savait qu'elles étaient occupées par une urgence dans la chambre d'à côté. Calmement, elle prit dans l'armoire ce qu'il fallait, des gants en latex, du coton, de l'eau tiède et une protection propre. Laissez, je m'en occupe, dit Sophie d'une voix neutre. Évidemment que c'est toi qui dois le faire. Tu pensais qu'on allait le faire, nous? Je viens de faire ma manucure. Je ne vais pas l'abîmer avec cette saleté, se moqua Sandrine, avant de sortir rapidement de la chambre, suivie de Nathalie. On t'attend au café, ma sœur. L'air ici est toxique. La porte se referma. Sophie se retrouva encore seule avec sa belle-mère. Lentement, avec précaution, elle souleva le corps lourd de Marie-Thérèse pour changer les draps et la nettoyer. Il n'y avait aucune trace de dégoût sur son visage, seulement une profonde compassion. En nettoyant le dos de sa belle-mère, qui commençait à avoir des plaies à force de rester allongée, une larme tomba sur la peau ridée de la vieille femme. « Tu vois, maman » murmura Sophie d'une voix rauque. « Les filles dont tu étais si fière, celles à qui tu achetais des sacs à des milliers d'euros, ne supportent même pas ton odeur. Ça les dégoûte de te toucher. » Sophie se rappela la lettre à la maison, la clé en or et l'acte de propriété du domaine qu'elle gardait sous ses vêtements usés. L'ironie faisait mal. Sophie, à qui on n'avait apparemment rien donné, donnait tout, tandis que celles à qui on avait tout donné ne donnaient absolument rien. « Tiens bon, maman » sanglota Sophie à voix basse en repliant la couverture sur sa belle-mère. « Ne pars pas encore. Tu as encore beaucoup à voir. » Dans l'après-midi, Hugo arriva, le visage tiré. Il venait de sortir du travail, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il s'assit près de Sophie et lui serra la main. « Rentre te reposer, chérie. »« Cette nuit, je reste, » dit Hugo doucement. « Ça va, mon amour.
je n'ai pas sommeil. Et puis Nathalie et Sandrine ne voudront sûrement pas prendre le relais demain si je ne suis pas là, refusa Sophie. Soudain, derrière le rideau qui séparait la chambre, un rideau que Nathalie et Sandrine avaient laissé entrouvert en revenant sans bien fermer, une conversation sérieuse se fit entendre. Nathalie et Sandrine étaient dans le couloir, parlant avec un homme en costume qui tenait une serviette en cuir. Leur voix était assez forte pour que Sophie, près de la porte, les entende. « Alors, maître, on peut le faire ou pas » pressa la voix de Nathalie. « C'est compliqué, madame. La propriétaire des biens dans ce cas, votre mère, est inconsciente. Juridiquement, elle ne peut pas signer ni donner son consentement pour une vente, répondit la voix de l'homme, qui semblait être le notaire de la famille. Oh, que vous êtes strict, l'interrompit Sandrine, impatiente. À ma mère, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Le médecin dit que c'est une question de jours. On a besoin de l'argent tout de suite pour payer la facture de l'hôpital, c'est hors de prix. On doit attendre qu'elle parte pour pouvoir vendre la maison. Le cœur de Sophie s'arrêta un instant. Vendre la maison, le mas où il vivait. Mais, Madame Nathalie, Madame Sandrine, à ma connaissance, votre mère gardait l'acte de la maison dans son coffre personnel et personne ne sait où est la clé, dit le notaire avec hésitation. Justement. S'exclama Nathalie, frustrée. On a retourné toute la maison, l'armoire de maman, mais la clé n'apparaît pas. Elle l'a sûrement cachée quelque part. Vous ne pourriez pas rédiger une procuration de vente unilatérale en utilisant l'empreinte de maman? Maintenant qu'elle est comme ça, endormie, on vous donnera une belle commission, bien sûr. Sophie se couvrit la bouche. Son corps tremblait en entendant ce plan ignoble. Elle voulait falsifier l'empreinte de leur mère dans le coma pour vendre la maison. Je n'oserais pas faire ça pour la maison principale, mesdames. Le risque d'aller en prison est trop grand, refusa le notaire fermement. À moins qu'il y ait un autre bien dont l'acte ne soit pas en possession de votre mère, ou un document qui désigne un exécuteur avant son départ. Il n'y a rien de tout ça, répliqua Nathalie. Maman était incroyablement avare. Elle ne faisait confiance à personne. Attends, la voix de Sandrine changea soudain, pleine de suspicion. Ma sœur, tu te souviens de la fête d'anniversaire? Maman a donné cette boîte à chaussures à Sophie. Elle a dit qu'il y avait des déchets dedans. Mais maintenant que j'y pense, et si ce n'était pas des déchets? Un silence tomba dans le couloir. Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. Impossible, répliqua Nathalie, même si sa voix semblait hésitante. Cette boîte était couverte de poussière et il y avait une pierre. On l'a vu nous-mêmes mais on n'a pas vu ce qu'il y avait au fond. Elle l'a emporté tout de suite, insista Sandrine, en chauffant l'atmosphère. Et si on fouille son pavillon maintenant, pendant que Sophie et Hugo sont coincés ici à l'hôpital à s'occuper de maman, si la clé est là-bas, cette nuit on met la main sur tout. Sophie se tourna vivement vers Hugo. Le visage de son mari était lui aussi pâle comme la cire. Le pavillon n'avait pas de double verrou, et la serrure de l'armoire de Sophie était cassée. Si elles y allaient, elles trouveraient l'acte du domaine et la clé en or en quelques minutes. Cours, Hugo, vite. Chuchota Sophie, le poussant dans le dos, paniquée. Ne les laisse pas arriver avant toi au pavillon. Sauve la boîte si nécessaire. Prends tous nos papiers importants et pars de cette maison tout de suite. Hugo acquiesça, le visage tendu. Il savait que ce n'était pas seulement une question d'argent, mais le dernier message de sa mère mourante. Sans en dire plus, il se mit à courir dans le couloir de l'hôpital, franchit la sortie et enfourcha sa vieille moto à travers le trafic de fin d'après-midi, dans une course contre la montre et peut-être contre la voiture de luxe de ses sœurs, si elles étaient assez folles pour quitter l'hôpital pour fouiller la maison. Quand Hugo partit, Sophie retourna près du lit. La respiration de Marie-Thérèse devenait plus lourde, plus irrégulière. Un gargouillement, celui des fluides dans la gorge qui annonce la faim, commença à se faire entendre. Maman, Sophie serra la main de sa belle-mère, qui commençait à refroidir. Hugo, sauve ce que tu m'as confié. Je suis là, maman. Je reste avec toi. Comme si elle entendait la voix de Sophie, les paupières de Marie-Thérèse bougèrent lentement. Ses yeux s'ouvrirent un peu, voilés, flous. Il n'y avait plus aucune trace de ce regard tranchant et intimidant, seulement de la résignation. Elle regarda Sophie, et ses lèvres bougèrent très lentement, sans qu'aucun son ne sorte. Mais Sophie put lire sur ses lèvres. Merci.
Une larme glissa du coin de l'œil de sa belle-mère, suivit les rides et tomba sur l'oreiller. Soudain, le moniteur cardiaque émit un bip aigu. La ligne qui montait et descendait faiblement devint une ligne droite, longue et terrifiante. « Docteur !»« Infirmière !» cria Sophie, même si son cœur savait que c'était déjà trop tard. L'équipe médicale entra en trombe. Ils pratiquèrent des gestes de réanimation, injectèrent un médicament. Sophie se retira dans un coin de la chambre. Son corps glissa jusqu'au sol. Elle vit le corps de sa belle-mère secoué par la réanimation, mais elle savait que l'âme de cette femme redoutable était déjà partie. La porte de la chambre s'ouvrit d'un coup. Nathalie et Sandrine entrèrent, essoufflées. Apparemment, elles n'étaient pas allées bien loin quand elles avaient entendu l'annonce du code d'urgence dans les haut-parleurs du couloir. « Maman !» cria Nathalie. Cette fois, son cri ressemblait plus à la panique de perdre l'occasion de parler d'héritage qu'à la peur de perdre sa mère. Le médecin arrêta le massage, regarda l'horloge au mur, puis les deux filles, le visage grave. « Je suis désolé, mesdames. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » La patiente est partie à 17h45. Le monde sembla s'arrêter. Il y eut un instant de silence, puis les sanglots de Nathalie et Sandrine éclatèrent, mais aux oreilles de Sophie, ils sonnaient faux. « Maman, pourquoi tu es partie sans signer les papiers ?» gémit Sandrine sans s'en rendre compte, avant que Nathalie ne lui donne un coup de coude dans les côtes. « Je veux dire, pourquoi tu es partie si vite ?» se corrigea Nathalie, en pleurant de façon hystérique tout en s'agrippant aux jambes du corps de sa mère. Elle se tourna vers Sophie, toujours assise par terre, et la foudroya du regard. « Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui étais de garde. Tu l'as sûrement empoisonné, ou tu n'as pas appelé le médecin exprès quand ça s'est aggravé. » Sophie ne répondit pas. Elle était trop épuisée. Elle baissa simplement la tête et laissa la calomnie glisser. Dans son cœur, elle pria, pourvu que Hugo soit déjà arrivé à la maison. 2 jours plus tard, la terre rouge du cimetière était encore humide. Les fleurs éparpillées étaient toujours fraîches, mais les larmes de crocodile de Nathalie et Sandrine avaient séché avant même qu'elles n'atteignent la porte du mas. Les obsèques furent somptueuses, avec des centaines de personnes. Nathalie et Sandrine s'occupèrent surtout de recevoir les condoléances, se donnant le rôle des filles les plus anéanties. Hugo, les yeux gonflés d'avoir pleuré pour de vrai, resta silencieux près de Sophie. Dès que le corbillard de la famille arriva devant le mas, un grand camion de déménagement était déjà garé à l'entrée. Plusieurs hommes costauds en uniforme noir gardaient le portail, fermé par une grosse chaîne. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Sophie, perdue, en descendant de la moto de Hugo. On ne leur avait pas permis de venir dans la même voiture que Nathalie et Sandrine. Nathalie descendit de sa Mercedes noire, toujours avec de grandes lunettes de soleil et une robe noire de créateur. Elle s'avança vers Sophie et Hugo, le menton haut. Sandrine était à côté d'elle, les bras croisés. « À partir de maintenant, » déclara Nathalie d'une voix forte, qui résonna dans la rue tranquille du lotissement, « cette maison est saisie par les héritières légitimes, c'est-à-dire Sandrine et moi. » « Comment ça, Nathalie ?» Hugo fit un pas en avant, commençant à perdre son sang-froid. « Je suis aussi le fils de maman. Je suis aussi héritier. » « Un fils inutile, ça ne compte pas, » coupa Sandrine avec cynisme. « Et puis on a déjà vérifié avec le notaire. L'acte de cette maison est au nom de maman, et comme elle est partie sans testament officiel enregistré, ça revient automatiquement à ses enfants. Mais comme tu es le seul garçon et que tu devrais être responsable, alors qu'au lieu de ça tu n'as été qu'un fardeau, on a décidé de sécuriser ce bien avant que toi et ta femme sournoise ne le vendiez en douce. »« Vous êtes folle, » souffla Hugo. « On vient d'enterrer maman. » « Justement, » répliqua Nathalie. « Avant que l'esprit de maman ne s'agite en voyant sa belle-fille pauvre s'emparer de sa maison, on vous met dehors d'abord. On a déjà sorti toutes vos affaires du pavillon. » Nathalie désigna le trottoir. Là, entassés, il y avait de grands sacs poubelles noirs contenant les vêtements de Sophie et de Hugo. Quelques meubles modestes, comme un ventilateur et un cuiseur à riz, avaient été jetés sans ménagement, se brisant au passage. « Prenez vos déchets et partez d'ici, et ne remettez plus un pied dans cette maison tant que vous ne pouvez pas payer un loyer, » les chassa Sandrine avec un rire moqueur. « Vous n'avez pas le droit !» cria Sophie. Les larmes se mirent à couler en voyant ses vêtements éparpillés sur l'asphalte sale. « Sécurité !»
sortez ces deux miséreux d'ici, ordonna Nathalie aux hommes costauds. 2 agents s'avancèrent et bousculèrent Sophie et Hugo, les repoussant jusqu'à la chaussée. Le grand portail en fer se referma avec fracas. Bam! Le bruit de la chaîne qu'on verrouillait fit mal. Derrière la grille, Nathalie et Sandrine leur firent un signe de la main, un sourire de victoire aux lèvres, puis rentrèrent dans leur palais, laissant leur propre frère dehors comme un mendiant. Le ciel gris de l'après-midi commença à laisser tomber une fine pluie, comme s'il pleurait devant une telle injustice. Sophie ramassa ses vêtements éparpillés avec des mains tremblantes. Elle se sentait brisée. Il n'avait nulle part où aller. Le salaire de Hugo de ce mois-là était parti dans les obsèques de sa mère, un geste que ses sœurs n'avaient même pas apprécié. « Hugo, où est-ce qu'on va aller ?» sanglota Sophie en serrant sa robe salie par la boue. Hugo s'agenouilla près d'elle, l'aidant à remettre les affaires dans des sacs en plastique. Son visage était mouillé par la pluie, mais ses yeux avaient une étrange tranquillité. « Chérie » l'appela-t-il à voix basse. Il glissa la main dans le sac à dos usé qu'il gardait sur lui depuis le début, sans jamais le lâcher, pas même au cimetière. « Quand tu m'as dit de courir depuis l'hôpital, Hugo entr'ouvrit la fermeture éclair. À l'intérieur, protégé de la pluie et de la boue, enveloppé soigneusement dans plusieurs couches de plastique, dépassait une vieille boîte à chaussures familière. « Je suis arrivé juste à temps avant qu'il change la serrure du pavillon, » murmura Hugo, la voix grave tremblante d'émotion. « Elle croit qu'elles nous ont tout pris. Elle croit qu'on n'a emporté que des déchets. » Hugo fixa le grand portail du mas, désormais fermé pour eux, avec un regard froid. « On s'en va, Sophie. Qu'elles se battent pour les miettes dans cette maison. » Il tapota le sac. « Nous, on rentre chez nous dans notre vrai palais. » Une pluie battante tombait sur les collines, camouflant les larmes qui mouillaient les joues de Sophie. La vieille moto de Hugo peinait à monter la route sinueuse et glissante, enveloppée de brouillard. Ils étaient trempés. Le froid s'infiltrait jusqu'aux os, mais le feu qui brûlait dans leur poitrine rendait ce froid insignifiant. Ils s'arrêtèrent devant une haute et vieille grille en fer, presque entièrement mangée par les ronces. Des lianes recouvraient la plaque portant le nom du domaine, rouillée, ne laissant apparaître que des lettres floues. Domaine de l'Espérance. « C'est ici, Hugo ?» demanda Sophie en grelottant. Elle descendit de la moto, ses pieds s'enfonçant dans la boue. Hugo acquiesça, essuyant la pluie sur son visage. Il glissa la main dans la poche de sa veste et sortit la grande clé en or de la boîte à chaussures, qu'il avait gardée en sécurité dans une poche plastique contre sa poitrine. Ce n'était pas la clé de la grille, mais celle de la porte principale. Pour la grille, Hugo n'eut qu'à chercher dans une cachette derrière un pilier de pierre, un recoin secret que son père lui avait montré quand il était enfant. La clé du cadenas rouillé était bien là. Clic. La grille s'ouvrit avec un grincement plaintif, comme si elle attendait d'être ouverte depuis des décennies. Ils firent entrer la moto. Derrière la végétation négligée se dressait une maison majestueuse mais inquiétante, d'un style colonial. La peinture blanche s'écaillait, les fenêtres étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière, et le porche était rempli de feuilles mortes. Ce n'était pas le domaine luxueux, prêt à vivre, qu'on imagine. On aurait dit une maison hantée. Maman n'a jamais rénové cet endroit depuis que papa est parti, murmura Hugo. Les gens pensent que c'est un bâtiment abandonné. Mais Sophie sentit autre chose. Dans la pénombre, elle voyait de la solidité. Les piliers étaient larges et robustes, l'architecture élégante. C'était un géant endormi. Ils montèrent sur le porche. Les mains de Hugo tremblaient quand il inséra la clé en or dans la serrure de la porte principale, en bois de tex sculpté, épaisse comme une main. Clic. Elle s'emboîta parfaitement. La clé fit tourner le mécanisme intérieur avec douceur, comme s'il avait été huilé la veille. Les lourdes portes doubles s'ouvrirent. Une odeur de bois ancien, de cire et de souvenirs les enveloppa. Sophie alluma la lampe de son téléphone, il n'y avait pas d'électricité. Le faisceau balaya la pièce, et le souffle de Sophie se coupa. Incroyable. Contrairement à l'extérieur fantomatique, l'intérieur du domaine était parfaitement préservé. Tout était recouvert de draps blancs, les canapés, la longue table de la salle à manger, les statues, même l'immense lustre en cristal au plafond. Il y avait de la poussière, oui, mais sous ces draps, des meubles dignes d'un musée étaient restés intactement protégés. Le sol n'était pas un carrelage ordinaire, mais une dalle de marbre italien d'un seul tenant, froide et brillante.
Hugo sait, Sophie n'arrivait pas à parler. Le mas pour lequel Nathalie et Sandrine se battaient ne valait rien face à la majesté de cet endroit. Allons dans le bureau de papa, l'encouragea Hugo. Ses pas étaient plus fermes désormais. D'après la lettre de maman, le coffre est là. Ils traversèrent un long couloir décoré de vieux tableaux. Au bout, une solide porte en chêne. La pièce sentait le tabac et le papier ancien. Au centre, un imposant bureau en acajou. Hugo s'agenouilla derrière le bureau et ouvrit un panneau de bois dissimulé dans le mur, comme il s'en souvenait depuis l'enfance. Une énorme et ancienne caisse forte en fer était encastrée là. La combinaison. Hugo essaya de se rappeler la date de naissance de maman. Ses doigts tournèrent les chiffres du cadran. Clic, clic, clic. La poignée de fer pivota lourdement. La porte du coffre s'ouvrit. Sophie s'approcha, éclairant l'intérieur avec la lampe. Ses yeux s'écarquillèrent. Sur l'étagère du haut, des liasses de billets en euros et en dollars, retenus par des élastiques, comme si elles venaient d'être déposées. La somme semblait suffisante pour acheter une voiture neuve comptant. Sur l'étagère du milieu, des lingots de métaux précieux, pas en grammes mais en kilos. De l'or pur, brillant, se moquant des bijoux plaqués que Nathalie et Sandrine avaient exhibés à la fête. Et sur l'étagère du bas, une pile de grosses chemises cartonnées. Sophie en prit une, les mains tremblantes. Elle la lut, certificat de dépôt à terme, par majoritaire, document de voiture de luxe que le père collectionnait et qui était gardé dans le garage souterrain du domaine. Sophie se laissa tomber sur l'épais tapis. Elle éclata en sanglots. Mais cette fois, ce n'était pas un pleur de tristesse. C'était un pleur de libération, un pleur de victoire. Le pleur d'une épouse qui voyait la dignité de son mari enfin restaurée. Hugo, sanglota Sophie en soulevant un lingot d'or d'1 kilo. Elles nous ont jetés dehors avec rien, mais ta mère nous a légué un royaume. Hugo s'assit près d'elle et la serra fort dans ses bras. Il pleura en silence. Maman le savait, chérie. Elle savait parfaitement comment étaient mes sœurs. Elle savait qu'elle nous mettrait dehors. C'est pour ça qu'elle nous a préparé un canot de sauvetage bien plus luxueux que le bateau qui coulait. Sophie essuya ses larmes brusquement. La tristesse quitta peu à peu son visage, remplacé par une expression nouvelle, que Hugo ne lui avait jamais vue. Un visage dur, froid et calculateur. Le visage d'une femme fatiguée d'être piétinée. Hugo, démarre le générateur derrière, ordonna Sophie soudain, la voix ferme. Il n'y avait plus la moindre hésitation. Pourquoi, chérie? On ne va pas dormir dans le noir cette nuit. On va allumer tous ces lustres. On va chauffer cette maison. Sophie se leva en secouant la poussière de sa robe. Elle s'approcha du bureau et prit un petit carnet noir posé entre les liasses de billets. Le titre disait « Carnet des dettes des enfants ». Sophie ouvrit la première page, les yeux plissés pour lire l'écriture soignée de sa belle-mère. Nathalie, prêt garanti sur l'acte de propriété de la maison principale, pour couvrir la dette de sa boutique. Échéance le mois prochain. Sandrine, près de 2 millions en espèces pour les dettes de jeu de son mari, restant dues. Un sourire de travers se dessina sur les lèvres de Sophie. Un sourire inquiétant, en fait, murmura Sophie en tapotant du bout de l'index le carnet noir. Elles ne nous ont pas chassés d'un palais, Hugo. Elles nous ont chassés d'un bateau qui coule. Sophie se tourna vers Hugo. Ses yeux brillaient sous la lumière de la lampe du téléphone. Démarre le générateur, mon amour, et demain matin appelle le meilleur avocat de la ville. On va commencer à récupérer ce qui est à nous. 2 semaines avaient passé depuis la nuit de l'expulsion. Pour le monde extérieur, Sophie et Hugo avaient disparu de la surface de la Terre. Aucun voisin ne savait où était allé ce couple de parasites. Nathalie et Sandrine, elles, s'en moquaient. Pour elles, la disparition de Sophie et Hugo était une bénédiction qui débarrassait le mas de nuisibles. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que derrière la grille rouillée du domaine de l'Espérance, cachée par les ronces, une révolution silencieuse était en train de naître. Ce matin-là, Sophie était assise dans le fauteuil en cuir du bureau de son beau-père, maintenant impeccablement nettoyé. Il n'y avait plus de robes usées ni de foulards délavés. Sophie portait un élégant blazer de soie couleur crème, l'un des anciens vêtements de sa belle-mère rangé dans l'armoire du domaine, et il lui allait parfaitement. Son visage, autrefois mélancolique, dégageait désormais une aura froide et intimidante.
En face d'elle se tenait assis un homme d'âge mûr, aux lunettes épaisses, qui fixait la pile de documents sur la table, la bouche légèrement ouverte. C'était Maître Durand, avocat réputé et homme de confiance du défunt beau-père, que Nathalie avait congédié parce qu'il était trop strict et incorruptible. Incroyable, murmura Maître Durand, secouant la tête, stupéfait. Il tenait le petit carnet noir de la belle-mère. Je connais votre mère depuis des décennies, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit assez rusée pour piéger les rats de sa propre maison. Ces documents sont-ils valables devant la loi, Maître Durand ? Demanda Sophie calmement, en tenant avec élégance une tasse en porcelaine. Plus que valable, Madame Sophie, répondit Maître Durand d'un ton ferme. Ce carnet n'est pas un simple journal, c'est une compilation de virements bancaires et de reconnaissance de dettes signées devant notaire par Nathalie et Sandrine. Légalement, la dette totale qu'elles ont envers leur mère dépasse largement la valeur de l'héritage qu'elles devraient recevoir. Maître Durand tourna une autre page, celle du testament de la boîte à chaussures. Et ce testament, bien qu'écrit à la main, puisqu'il a été trouvé avec la clé et les actifs, et appuyé par ses clauses de dette, constitue une preuve solide que votre mère vous a nommée seule exécutrice testamentaire. Votre mère a délibérément laissé Nathalie et Sandrine se sentir victorieuses en occupant la maison, alors qu'en réalité elles occupent un bien qui ne leur appartient plus, puisque leurs droits se sont éteints à cause de leurs dettes. Une légère sourire apparut sur les lèvres de Sophie. Alors quelle est notre prochaine étape ? Nous n'avons pas besoin d'une attaque frontale, sourit Maître Durand avec ruse, un sourire qui montrait qu'il était prêt au combat. Nous allons les laisser se noyer dans leur propre train de vie. Ce matin, j'ai fait bloquer l'acte de la maison au service de publicité foncière, en invoquant un litige d'héritage et en déposant la preuve de propriété originale que vous détenez. Donc si elles essaient de vendre la maison, elles se retrouveront face à une impasse, compléta Sophie. Exactement. Pendant ce temps, au mas, l'ambiance festive avait laissé place à la panique. Nathalie hurlait au téléphone dans le salon. Son visage était rouge, une sueur froide perlait sur son front maquillé. Comment ça, l'acte ne peut pas être traité ? C'est l'acte original. Je l'ai sorti moi-même du coffre de maman. Criait-elle dans son téléphone. À l'autre bout du fil, le notaire de l'acheteur potentiel semblait agacé. Je suis désolé, Madame Nathalie. Le service de publicité foncière a refusé la vérification de l'acte. Dans le système, il est indiqué que l'acte papier en votre possession a été déclaré perdu par la propriétaire originale, votre mère, il y a 3 ans, et qu'un duplicata a été émis avec un nouveau numéro de série. Par conséquent, ce que vous avez n'est que du papier sans valeur. Quoi ? Impossible. C'est de la folie. Nathalie jeta le téléphone sur le canapé. Elle avait besoin d'argent d'urgence. Sa boutique était harcelée par les fournisseurs, et elle comptait sur la vente de la maison pour boucher le trou. Sandrine descendit du 2e étage, tout aussi pâle. Sœur, la banque dit que le compte principal de maman, celui qu'on utilisait, a été gelé par un tiers. On ne peut pas retirer un centime. Qui l'a gelé ? Nous sommes les héritières. Hurla Nathalie, frustrée. Je ne sais pas. Ils disent qu'un représentant légal a demandé le blocage des actifs. Sandrine se mit à pleurer. Sœur, qu'est-ce qu'on va faire ? Demain je dois payer ma part du groupe d'investissement en diamants. C'est 50 000 €. Si je ne paye pas, elles vont m'humilier devant toutes mes amies. Nathalie se massa les tempes. La situation avait basculé trop vite. Une semaine plus tôt, elle se sentait reine. Maintenant, elles étaient comme des rats coincés dans un labyrinthe sans issue. La maison ne pouvait pas être vendue. Les comptes étaient gelés. Et leurs créanciers personnels commençaient à frapper à la porte. Ça doit être une erreur du système, marmonna Nathalie, refusant la réalité. On doit découvrir qui est le fou qui a osé bloquer notre fortune. Soudain, la sonnette retentit. Un coursier en uniforme impeccable se tenait à la porte, avec une épaisse enveloppe brune portant l'entête d'un prestigieux cabinet, Durand et Associés. Un pli pour Madame Nathalie et Madame Sandrine, dit-il poliment. Nathalie arracha l'enveloppe. Son cœur battait fort. Elle brisa le sceau, les mains tremblantes. Sandrine se pencha par-dessus son épaule. À l'intérieur, ce n'était pas une simple mise en demeure. C'était une photocopie du petit carnet noir qu'elle connaissait aussi, le carnet de dettes que leur mère gardait toujours sur elle. Sur la première page,
une lettre officielle dont le contenu fit flancher les genoux de Nathalie. Objet, notification de saisie de biens pour liquidation de dettes. Par la présente, agissant au nom de notre cliente, Madame Sophie, en qualité d'exécutrice testamentaire légitime de feu Madame Marie-Thérèse, nous vous notifions que l'intégralité de la dette contractée par vous, Madame Nathalie et Madame Sandrine, envers la défunte, telle que détaillée en annexe, est arrivée à échéance. Étant donné que vous n'avez pas fait preuve de bonne foi et qu'au contraire vous avez tenté de vendre un bien faisant l'objet d'un litige, notre cliente vous accorde un délai de 3 fois 24 heures pour libérer la propriété principale, laquelle sera utilisée pour apurer une partie de la dite dette. Passé ce délai, si vous n'avez pas libéré les lieux, nous engagerons des poursuites pénales pour appropriation indue et occupation illégale. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent en lisant le nom du mandant. Sophie siffla, la voix coincée dans la gorge. La feuille lui échappa des mains. « Sœur, c'est une blague, hein ?» Sandrine secoua le bras de sa sœur. Son visage était pâle comme celui d'un cadavre. C'est Cendrillon, maintenant c'est notre chef. Avant que Nathalie ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Une notification de message. Ce n'était ni la banque ni le notaire, mais un numéro inconnu dont la photo de profil était une fleur de lotus, la même que Sophie utilisait. Nathalie ouvrit le message avec des doigts tremblants. Il était bref, mais suffisant pour faire s'écrouler son monde. « Alors, ça fait quoi de recevoir un cadeau de ma part, belle-sœur ? Ah, au fait n'oublie pas d'emporter aussi la vieille brosse des toilettes de la salle de bain. Ce serait dommage de la laisser là. » Le mas, d'ordinaire silencieux, était maintenant une véritable fourmilière. Nathalie et Sandrine, dans leur désespoir, avaient eu recours à leur dernier recours, appelé la cavalerie. Elles avaient invité toute la famille oncle, tantes et cousins éloignés pour fabriquer une histoire où Sophie et Hugo seraient les méchants. Ils ont falsifié la signature de maman pendant qu'elle était dans le coma. Hurlait Nathalie au milieu du salon, ses larmes de crocodile coulant à flots. Elle désignait la porte d'entrée en dramatisant la situation devant l'oncle Jacques, le frère aîné de leur mère. Ils veulent nous chasser, nous, les filles de sang. Oncle, imagine la chair de sa chair expulsée pendant qu'une étrangère veut s'emparer de cette maison. Oui, tante, ajoutait Sandrine en sanglotant sur l'épaule de sa tante Monique. Cette Sophie utilise de la magie noire. Elle a ensorcelé maman pour qu'elle lui laisse l'héritage. On doit se battre, tante. On ne peut pas laisser le patrimoine familial tomber entre les mains d'une servante. L'atmosphère s'échauffa. Des murmures d'indignation commencèrent à courir. La famille, qui ignorait la vérité, commençait à croire aux mensonges. Soudain, un rugissement de moteur, doux mais puissant, se fit entendre à l'entrée. Tout le monde se pencha aux fenêtres. Ce n'était pas la vieille moto de Hugo, mais une Mercedes-Benz noire classique. Le bijou de la collection du défunt père, qu'on n'avait pas vu depuis des années, caché dans le garage secret du domaine. La portière s'ouvrit. Hugo sortit du siège conducteur, vêtu d'une chemise élégante qui lui donnait une allure d'autorité, très différente du petit frère fragile que tous connaissaient. Il contourna la voiture et ouvrit la portière passager. Sophie descendit. Un silence de cathédrale tomba. Sophie portait un tailleur ivoire qui enveloppait sa silhouette avec élégance. Il ne restait plus rien de Sophie, la Cendrillon. L'aura qu'elle dégageait était si froide et tranchante que tante Monique, prête à l'insulter, resta sans voix. Derrière eux, Maître Durand et 2 agents de police avançaient d'un pas ferme. « Comment oses-tu venir ici avec la police ?» Nathalie se rua sur elle, pointant un doigt vers le visage de Sophie. « Tu viens frimer ? Nous menacer ?» Sophie écarta la main de Nathalie d'un geste doux mais ferme. Elle ne s'adressa pas à Nathalie, elle regarda directement l'oncle Jacques et les autres aînés de la famille. « Pardonnez mon retard, mes oncles. J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion de famille. Tant mieux. Comme ça, je n'aurai pas à me donner la peine d'envoyer des invitations pour la représentation d'aujourd'hui. Surveille ta bouche, Sophie. » cria Sandrine. « Rends-nous l'acte que tu as volé. » Volé ? Sophie esquissa un sourire de côté. Elle fit un signe à Maître Durand. Le vieil avocat s'avança, posa une mallette sur la table du salon et l'ouvrit avec un clic sonore. Elle ne contenait pas d'argent, mais une pile de documents et un mini-projecteur dirigé vers un mur blanc. « Je vous prie de bien vouloir regarder, » dit Maître Durand d'une voix neutre.
La première image apparut, un enregistrement de la caméra de sécurité de la chambre d'hôpital de Marie-Thérèse. La date et l'heure étaient clairement visibles. Tout le monde resta bouche bée. À l'écran, on voyait nettement Nathalie et Sandrine fouiller le sac de leur mère dans le coma, prendre la carte bancaire et rire en planifiant de vendre la maison avant sa mort. Le son était net. Il s'avéra que Marie-Thérèse avait installé une caméra cachée dans son propre sac, un fait que Sophie avait découvert grâce aux notes trouvées au domaine. Laisse Sophie s'occuper des saletés de maman. Nous, on se concentre sur la mise à l'abri des biens, disait la voix de Nathalie dans l'enregistrement, d'une cruauté glaçante. Le visage de Nathalie devint blanc comme une feuille. L'oncle Jacques se leva, les yeux furieux plantés sur sa nièce préférée. « Nathalie, c'est toi, ça ? C'est un montage, oncle. Un deepfake. » balbutia Nathalie, paniquée. « Un montage ?» La coupa Sophie. Et l'image changea. Un relevé bancaire apparut. « Voici la preuve des virements mensuels que maman vous a fait pendant les 5 dernières années. » Maman a transféré un total de 2 millions sur le compte de Nathalie pour sa boutique, et 1,5 million à Sandrine pour la rénovation de sa maison. Tout est indiqué comme prêt dans l'intitulé du virement. Et nous avons vos signatures numériques à chaque réception, expliqua Sophie à voix haute. Sophie sortit le petit carnet noir de son sac et le leva. Maman a noté chaque centime que vous lui avez pris. Vous n'êtes pas des héritières. Vous êtes des débitrices en défaut, des parasites qui avaient dévoré votre mère jusqu'à l'os. Mensonge. Hurla Nathalie, hystérique, incapable de supporter les regards de dégoût de la famille. Elle se jeta en avant, la main levée pour gifler Sophie. Sa main s'arrêta dans l'air, fermement retenue par Hugo. Il fixa sa sœur avec une intensité qui la fit reculer. Ça suffit, Nathalie. Ne touche plus à ma femme. Avant, je me taisais par respect, parce que vous étiez mes sœurs. Mais maintenant, vous n'êtes plus que 2 étrangères mauvaises. Hugo lâcha la main de Nathalie avec une force telle qu'elle chancela et retomba assise sur le canapé. Selon l'audit, reprit Maître Durand comme si rien ne s'était passé, la valeur de votre dette dépasse la valeur de cette maison. Donc, légalement, vous n'avez droit à pas une seule dalle. Cette maison appartient désormais à Sophie et Hugo en compensation des pertes patrimoniales de leur mère. Sophie s'avança vers Nathalie et Sandrine, qui se recroquevillaient, terrifiées. Elle glissa la main dans son sac et en sortit quelque chose. Ce n'était ni une lettre ni un document, mais un sac poubelle noir. Elle le lança à Nathalie, exactement comme sa belle-mère lui avait lancé la boîte à chaussures. Faites vos cartons, affaires personnelles, vêtements, maquillage et vos sacs d'imitation. Je vous donne 1 heure, dit Sophie froidement. Quoi ? Des sacs d'imitation ? Sandrine la regarda, les yeux écarquillés. Oh, vous ne le saviez pas encore ? Sophie eut un petit rire, victorieux mais douloureux. Vérifiez les certificats des diamants et du sac Hermès que maman vous a offert à la fête. Ce sont des contrefaçons de très bonne qualité, achetés sur un marché. Maman savait que seules les apparences comptaient pour vous. Alors elle vous a donné de fausses apparences, pour de fausses filles. Sandrine se précipita pour ouvrir son sac et sortir le certificat de ses diamants. L'oncle Jacques, expert en pierre, le lui arracha, y jeta un coup d'œil et souffla avec dédain. C'est du jouet, Sandrine. Ce ne sont pas des diamants. C'est du zirconium. Du cristal. Le cri de Sandrine fut assourdissant. C'était l'effondrement total, son orgueil, sa richesse, son statut social, tout s'écroulait en quelques secondes devant toute la famille. La police vérifiera que vous faites vos cartons, conclut Sophie en leur tournant le dos. Dans 1 heure, les serrures seront changées. Quiconque sera encore à l'intérieur sera considéré comme un intrus. Nathalie pleurait et suppliait l'oncle Jacques, mais il lui tourna le dos. Les autres oncles et tantes commencèrent à partir, le visage déçu, laissant Nathalie et Sandrine seules dans leur humiliation. Sophie sortit sur le perron, respirant l'air frais de l'après-midi. Derrière elle, les sanglots de regret de ses belles-sœurs sonnaient comme la musique finale d'un drame long et épuisant. Hugo la rejoignit et passa un bras autour d'elle. « Tu es satisfaite, chérie ?» Sophie leva les yeux vers le ciel orangé du couchant. « Ce n'est pas une question de satisfaction, Hugo. C'est une question de justice pour ta mère. » Au moment où ils allaient monter dans la voiture, un coursier arriva en hâte et tendit un petit paquet à Sophie.
Madame Sophie, un colis urgent de l'hôpital. Sophie fronça les sourcils. De l'hôpital. Qui pouvait envoyer quelque chose de là-bas? Elle ouvrit le paquet. Il contenait une clé USB et un mot manuscrit d'une infirmière. Madame Sophie, voici le dernier message de feu Madame Marie-Thérèse. Nous l'avons trouvé caché dans son oreiller juste avant qu'elle ne tombe dans le coma. Elle nous a demandé de ne vous le remettre que lorsque la maison principale reviendrait entre vos mains. Le cœur de Sophie se remit à battre très fort. Quelle autre surprise maman leur avait-elle laissée? L'écran de l'ordinateur portable, dans le bureau du domaine de l'Espérance, était la seule source de lumière dans la pénombre. Sophie et Hugo étaient assis côte à côte, retenant leur souffle, tandis qu'ils cliquaient sur l'icône de la vidéo. Le visage de leur belle-mère apparut. La vidéo semblait avoir été enregistrée quelques mois avant qu'elle ne tombe gravement malade. Elle était assise dans son fauteuil à bascule préféré, sur le porche arrière, avec une simple robe d'intérieur la même que Nathalie critiquait toujours comme trop campagnarde. À l'écran, Marie-Thérèse paraissait en meilleure forme, mais son regard révélait une profonde tristesse. « Bonjour, mes chers enfants Hugo et Sophie. » La voix brisée de Marie-Thérèse sortit des haut-parleurs, et Hugo éclata en sanglots immédiatement. « Si vous voyez ceci, ça veut dire que mon plan de la boîte à chaussures a fonctionné. Ça veut dire que la maison est revenue aux bonnes mains, et que vos sœurs cupides ont reçu leur leçon. » Marie-Thérèse, sur l'écran, poussa un long soupir, le regard perdu dans le jardin. « Pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'avoir été si stricte, si dure, et de ne pas vous avoir apprécié. Surtout toi, Sophie. Tu as dû être blessée chaque fois que je critiquais ta cuisine ou que je te lançais des paroles cruelles. » Sophie porta une main à sa bouche. On entendait déjà ses sanglots. « Je l'ai fait non pas parce que je te haïssais, mais parce que j'entraînais ton caractère. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps, et je connaissais parfaitement la nature de Nathalie et Sandrine. Elles sont comme des louves. Si je t'avais trop choyé, elles t'auraient dévoré dès que je ne serais plus là. Je devais te rendre forte, résistante, habituée à avaler des choses difficiles. » La femme, dans la vidéo, rapprocha son visage de la caméra. Son regard devint incroyablement tendre, un regard qu'elle ne leur avait jamais montré en personne. « La boîte à chaussures je l'ai choisie parce qu'elle vous symbolise. De l'extérieur, sale, piétinée, sans valeur. Mais à l'intérieur, elle contenait de l'or pur. Alors que Nathalie et Sandrine sont comme des écrins de velours, beaux dehors, vides dedans. L'or et les sacs que je leur ai donnés à la fête étaient tous faux. Je les ai achetés sur un marché. Je voulais qu'elles comprennent qu'une vie bâtie sur de fausses apparences ne dure pas. Mais je sais qu'elles ne s'en rendront compte que lorsqu'elles seront dans la misère. Hugo, prends soin de ton épouse. C'est une femme exceptionnelle. Et Sophie, merci de m'avoir nettoyé sans dégoût. C'était l'or le plus précieux que j'ai jamais reçu. Profitez de cet héritage, non pas pour le gaspiller, mais pour reconstruire l'honneur de notre famille. Je vous aime. » La vidéo s'arrêta. L'écran devint noir. La pièce resta silencieuse, brisée seulement par les pleurs de Hugo, qui serrait Sophie contre lui. Cette nuit-là, dans le domaine froid et ancien, leur cœur se sentait incroyablement chaud. Le poids de la vengeance, la douleur et la confusion qui avaient tourmenté Sophie disparurent. Cette reconnaissance valait plus que tous les lingots d'or du coffre. 6 mois plus tard, dans un petit local en périphérie de la ville, poussiéreux et bruyant, une dispute éclata devant une porte vitrée sale. 2 femmes qui semblaient autrefois sorties d'un magazine de mode se battaient pour un sac. « C'est ma part, Sandrine. Je vais le vendre pour payer la mensualité de la moto. » hurlait Nathalie. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage luisant, sans trace de maquillage de luxe. « Pas question. Hier, tu as déjà vendu une paire de chaussures. Maintenant c'est à moi. » répliqua Sandrine sans céder. Elle se disputait un sac de marque de seconde main, le seul bien authentique qui leur restait de leur époque dorée. Le Hermès et les diamants de leur mère s'étaient révélés faux, impossibles à revendre. Elle vivait désormais dans un minuscule appartement en location, harcelée par les créanciers, survivant en vendant leurs vieux vêtements sur Internet. Fini les fêtes et les réunions mondaines. Leurs amis riches avaient disparu dès qu'ils avaient su qu'elles étaient ruinées. Elles récoltaient ce qu'elles avaient semé, le vide. Pendant ce temps, loin de là, dans les collines fraîches,
le domaine de l'Espérance s'était transformé non pas en palais ostentatoire, mais en foyer accueillant, ouvrant ses portes le week-end comme résidence pour personnes âgées abandonnées et une fondation que Sophie avait créée en mémoire de sa belle-mère. Dans le grand jardin arrière, Sophie donnait à manger à une résidente âgée. Elle portait une robe simple, mais dans un beau tissu. Son visage rayonnait d'une lumière sereine, libérée de tout poids. « Merci, ma fille. La crème est délicieuse », la complimenta la vieille dame avec un sourire édenté. « De rien, mamie », répondit Sophie avec sincérité. Hugo s'approcha avec un plateau de thé chaud. Il embrassa sa femme sur le front avec affection. Il n'était plus un professeur contractuel complexé. Désormais, il gérait les oliveraies héritées de son père et développait une activité d'agrotourisme autour du domaine. « Il y a une visite devant, chérie », dit Hugo à voix basse. « Encore un journaliste ?» demanda Sophie. L'histoire de la belle-fille à la boîte à chaussures était devenue virale dans les médias locaux. « Ce n'est pas Maître Durand. Il apporte le cadre que tu as commandé. » Sophie sourit, se leva et entra dans le grand salon. Là, au-dessus de la cheminée allumée, Maître Durand venait d'accrocher une élégante vitrine en verre. À l'intérieur, il n'y avait ni diamant ni couronne, mais un objet qui contrastait énormément avec le luxe de la pièce. Une boîte à chaussures en carton, cabossée, délavée et poussiéreuse. En dessous, une petite plaque en or portait une inscription. « Ne juge pas l'or à la poussière, ni l'amour à son emballage. » Sophie contempla la boîte, la même qu'on lui avait jadis jetée aux pieds comme une insulte devenue à présent le symbole de la plus haute noblesse dans cette maison. Elle avait appris que la vie finit toujours par se retourner. La bonté peut faire mal au début, comme marcher sur des cailloux coupants, mais elle mène toujours à un beau jardin fleuri. Sophie prit la main de Hugo et murmura. « Merci, maman. L'épreuve est terminée. » Dehors. Le soleil couchant baignait la vallée d'une lumière dorée, comme si sa belle-mère lui souriait depuis le ciel, bénissant son vrai bonheur.